ويثي دي توالين تيكو سان كاكن ونساقتنو مي نروحو تقو قبايلي غوايض سقو مزي غوايض كلتا انا روحي ثيكت نظن ست مثلنا يشاويين تولمتي ديا كان اسمي كان يقموت يدير كان وسان من بعد نساولا كاين غدا لا شو تخميم غاف يدير يعني وكاين ذحوحه زكواغ ذا مغنى السمقرحان طاس في السنرا مشا يسعى مزروي مقر انواع والسنرا نعاون سليرا سويني منقر اموسون تمانية شاويين على الماتش موفمون طونوم شاوي المسلاي دس اكون دنيا في يدينا هاد الشمالة تو غنروح حد نزر داكشي ديالنا اسميس نخدم تدويت وكنا ندير في كرايس في مثلت نيدي انا اتصل الحوايج ديالنا ماش فاهم نناد بلي هذه ثقرا اد المسلاي في مسل النظام لا دغاين شدن ياك امزوي نونا يا مزيغ شاوي ذو موسوين ساك ثقرا هي غتني بضد وسيس تو ماشا يمكن اد نسمي كثير شي قلان مسلاينا يرسف ميكانيك مثيثير صافي 18 واحد ازان 20 شهور ذفير هي ودوليم احريشا كام زوارو داوين تداوينيتي نخدم يدس ماشا قبل شكي سينير يحوها الزول لك مسحوحه الزول رشد الزول مغنسن يسو كي نو ريغارد فوالا حوحه يسعم زوي مقر انه سمح كنس لقيت ماشا وقبلاش تكي واحد الدول النوالير اشو ان مسلاي مكني كان يقموت يدير ذي مايو 2020 ادنو غارغون اوي فانا نزرت مغلينيك شحو حاجه في متنت نظر نغيدير Oui, avec un mot, je dirais Idir, c'est une marque kabyle, comme Levi's pour les États-Unis, Mercedes pour l'Allemagne et Peugeot pour la France. Idir, donc, c'est une marque. C'est devenu une marque pour la Kabylie, pour sa langue surtout. Il est devenu l'ambassadeur le plus compétent de la langue kabyle et de la Kabylie. Il ne parle que de la Kabylie et de sa langue. Mais et on a perdu donc. Ok. Oui. Donc pour toi, c'est une marque déposée de Kabylie. Ah, exactement. Et dire que c'est une marque, franchement, c'est une marque. En fait, dans ce pays, ce qu'on appelle l'Algérie, ils n'ont jamais rien produit pour qu'on puisse dire « Ah, ça c'est une marque qui appartient à ce pays ou à cette région ». Ils ont tout fait justement pour étouffer la culture kabyle, chéoui. Ils ont tout fait. Et néanmoins, il démarre. Il devient une marque de la Kabylie. C'est magnifique. Moi, je trouve ça… Une marque de Kabylie, de Tamazra aussi, non? Parce que lui aussi, on le présente souvent comme l'ambassadeur de la culture, de la langue, enfin des langues amazighes dans notre cas, en fait. Bien sûr. Mais en fait, moi, je connais personnellement Idir, il n'y a pas de souci. Idir, c'est… Je dis Kabylie, pourquoi? Parce que Idir, quand il chante, moi, je ne le comprends pas. Il faut que je réfléchisse. Est-ce qu'il a dit? Il faut que je cherche le mot. Harry, machin, je connais des mots. Mais l'expression de toute sa chanson, un chaoui, normalement, lambda, il ne peut pas comprendre. Ce n'est pas possible, à moins d'avoir été avec des Kabyles, etc., etc. Et donc, dire, il a chanté en Kabyle. Moi, il n'y a pas de souci que les autres Amazirs disent que c'est un Indien, il n'y a pas de souci. Mais néanmoins, il a chanté en Kabyle. Et cette langue, elle est de la Kabylie. Si vous dire par exemple, pour un chaoui, on doit, si on prend Ababa Nouva, vous prenez un chaoui qui n'a jamais entendu un Kabyle, il ne va rien comprendre. Le V ne se prononce pas chez nous. Chez vous, c'est le bas. Voilà, et donc c'est pour vous dire. Il a chanté en Kabyle. Néanmoins, moi, je ne lui retire pas. Il a cette aura.
En fait, c'est pour être plus précis, je reviens à ma première rencontre avec Idir. Idir, je l'ai rencontré 69-70. 1969-1970. Il est venu, donc nous, moi je suis un ancien cadet de la Révolution, et l'école des cadets, elle avait sa colonie de vacances chez Ishinouyin, nos frères Ishinouyin, à Chenois-Plage. Et juste à côté de nous, il y avait le complexe des colonies de vacances de Sonatrach. Et donc, nous, qu'on était voisins, on y allait et tout ça. Et puis, on entend, ils nous ont dit qu'il y a c'est un Kabyle qui va venir. Et bien, je suis parti ici. Bon, je peux juste nommer une personne qui est publique, hein, qui était avec nous. Eh bien, on était 5 personnes, et dans les 5 personnes, 3 sont devenus généraux-majors, donc 2 Kabyles et un Oranais, et Yasmina Khadra, qui était à l'époque dans la même classe que moi. Et donc, je me rappelle très très bien, on a été, et on l'entendait dire. Il chantait avec son groupe et tout ça. Et j'ai eu l'honneur de vouloir expliquer aux arabophones qu'est-ce qu'un peu, vous voyez déjà, il chantait des chansons kabyles, plus ou moins je comprends ce qu'il peut, quelques mots, mais l'essence de la chanson, je ne pouvais pas. Néanmoins, moi je savais, puisqu'il y avait des Kabyles avec nous, je savais qu'ils disaient, mais c'est quoi Dada, les arabophones, mais c'est quoi Dada, ça, c'est quoi ce truc? Et ben moi j'étais tout fier de leur dire, c'est Baba et tout ça. Donc Yasmina Khadra était là ce jour-là. Je ne sais pas s'il nous écoute, moi je n'ai jamais pu rencontrer Yasmina Khadra, mais il était là ce jour-là. S'il t'écoute, il va sûrement se rappeler de cet épisode. Okay. Et du coup, je commençais à lui parler et il me dit, t'es d'où? Je lui dis, je suis Chaoui. Et ben, je t'assure, il était tellement content parce qu'en fait, on était chez Ishnouïn, donc chez Chenois Plage, c'est une plage immense, il y avait des complexes militaires et tout ça. Il était tout fier de là, t'es chez lui, t'es militaire. Je lui dis, ben oui, je suis dans une école militaire, mais je ne suis pas militaire. Et donc, c'est la première fois que j'entends y dire. Ça, à l'époque, là, c'est 69-70. Je remonte en France, je pense c'était en 77 ou en 78 que je l'ai rencontré à Paris. Idir, j'ai gardé de lui une image de douceur. S'il est d'une douceur exceptionnelle, vous pouvez tout lui raconter. Vous pouvez lui dire que le ciel est rouge, il ne va pas s'énerver. Il est d'une douceur incroyable. Donc, j'ai rencontré, je lui raconte l'histoire. Je lui dis, non, c'est plus à l'époque, il était, mais alors je ne te dis pas, il était tout content. Des années passent, bon, on crée le Machaoui, etc. Et un jour, je le rencontre aussi chez un ami commun. Je rencontre et je dis, tiens, je vais lui exposer cette histoire du Mac et tout ça. Et je lui dis, en fait, on a un drapeau. Et il est dans tes trucs. Il me dit, c'est quoi? Je lui dis, c'est un drapeau chez lui. Il me dit, bah, écoute, la prochaine fois, si je peux le voir, je lui dis, il n'y a pas de souci. Et je lui explique, en fait, l'histoire du mouvement et pourquoi le mouvement autonomiste Chaoui, tout ça. Il m'a écouté avec une exceptionnelle révérence. Il adorait les Chaouis. Il adorait les Chaouis, mais franchement, il adorait les Chaouis. Je lui explique et tout ça, mais il me regarde, il me dit, mais t'es tout seul? Je lui dis, pour l'instant, on est 2 ou 3. Il m'a dit, moi, je t'encourage. Et bon courage, c'est une très belle idée. Donc, Idir, à l'époque, il disait algérien et tout ça. Je lui dis, mais moi, je rêve d'un pays Chaoui, etc. et tout ça. Et je ne sais pas, un mois ou 2, je lui ramène le drapeau Chaoui. Il le regarde et il me dit une phrase, un mot. Il est lumineux. Je lui explique donc le jaune, les couleurs, il était, mais alors, il était franchement, oui.
جوج بنت كون داك الزمان كان شقيقه وقالوا نسينا مليح موسو كيشاويين داك النشاويين سعان ان ينسن درابو شاوي وكتولي كان نجماتنا حوحه انت بعد قلت نضحكوا كي يساو مزروينس ليستوار نعطي حكايتين نسم فرنسا نكمل كان في ديميك فرح ولا انا شاوي كمل حوحه. Oui, et donc je reviens sur Idir ou sur Anay parce qu'en fait, Anay, on le réservera dans une autre émission. Ok, d'accord. Et donc je lui montre le truc, le drapeau, il le regarde, il me dit, il est lumineux, lumineux. Et il me dit, tu sais que moi, le drapeau Amazir, je l'ai eu dans mes mains à l'époque, hein. Donc je lui dis, ben, voilà. Et on s'est rencontrés bien plus tard encore. Et à chaque fois, c'était toujours, il me parlait des Chaouis, il parlait, et le truc le plus extraordinaire, il connaissait les chanteurs Chaouis. Il les connaissait. Bon, on n'a pas eu beaucoup de chanteurs Chaouis qui se sont exprimés en Téchaouite, mais néanmoins, il connaissait Joe, les Berbères, il connaissait tout, il fredonnait, il connaissait même les chansons. C'était extraordinaire. Et du coup, il dit, je reviens vers le truc, le fait que tu me dis, il est amazir. C'est vrai, parce qu'il nous appartient aussi, quelque part. Il a fait une chanson où il appelait Georges Jaroski, ou les Lourès, etc., etc. Et donc, c'est vrai qu'il appartient à tout le monde. Et c'est vrai. Il a chanté, il m'a parlé de ces trucs qu'il a fait au RIF, c'était extraordinaire. Il m'a raconté un concert qu'il a fait au RIF. Il m'a dit, mais c'est simple. On dirait que je suis à Tizi Ouzou. Il m'a dit cette phrase, c'était horrible. Donc, je te confirme ce que tu as dit. Il appartient à tous les Amazirs. Mais il est kabyle, parce qu'il a toujours chanté en kabyle. Oui, je tiens à rappeler que Idir est le premier chanteur kabyle qui a chanté la fraternité kabyle-chaoui à travers Agmaïno Karnak-Chaoui. C'est Matoub Lounes qui lui a emboîté le pas plusieurs années plus tard. Donc, le premier à avoir appelé pour tisser les liens entre les deux peuples frères, peuple kabyle et peuple chaoui. Moi, la première fois que j'ai écouté Georges Sioul et Lourès, Matoub, évidemment, il connaissait très bien les Chaouis. Je connais d'ailleurs Matoub. Matoub, il suivait l'équipe US Chaouia. Il envoyait même de l'argent, je suis témoin. Il adorait. Et du coup, l'appel de Georges Sioul et Lourès, c'est en fait quelque part on voit le Matoub qui est là et qui dit ben, rejoignez-nous les gars, qu'est-ce que vous attendez? Et d'ailleurs, il y a un autre chanteur, Chaoui plus tard, c'est un groupe, il a chanté justement, pas tellement pour répondre à Matoub, mais il a chanté Bed Tayouden. C'était Kachou qui est mort, mais bon, lui il est devenu complètement algérien et tout ça. Matoub, en fait, Matoub, tous les chanteurs que j'ai connus ici à Paris, de Farhat et tout ça, ils ont cette attirance vers le pays chaoui, vers les chaouis. Mais ils auraient aimé avoir des combattants chaouis à côté d'eux, des chanteurs chaouis. Je rappelle une histoire terrible pour Aveveï Nouva en Algérie à l'époque. Il est sorti le disque, le 45 tours. Et tout le monde entendait, même à la radio, il entendait le truc. Et bien, la télé algérienne, elle a utilisé un très grand chanteur chaoui
il a une voix terrible, il s'appelait Boukentesh, je pense juste, pour chanter une chanson qui s'appelle Aïni Nouhi. Ils lui ont mis à sa disposition l'orchestre national de la radio algérienne. C'est une chanson en arabe, hein, mais la mélodie, elle est chaoui. Et on voit très bien, à l'époque, comment ils utilisaient les chaouis pour en fait contrer les Kabyles. Vous voyez, l'État algérien, elle utilise un chanteur, elle ne l'utilise pas. Elle lui donne les moyens, il l'a chanté. Il est clair que cette chanson, elle est en arabe, mais le chanteur, il a une voix, malheureusement, il n'est pas très connu chez les Kabyles, parce qu'il a chanté beaucoup en arabe, mais il a une voix terrible. Et l'époque, l'RTA algérienne, la télé algérienne, elle a utilisé un grand chanteur algérien pour, au même moment de Abba Beilouba qui commence à se répandre, à se faire écouter, à entendre tout le monde dans les plages, partout à Abba Beilouba, ils ont fait Ya'ni Nouhi qui a fait ça aussi. C'est pour montrer en fait que les Kabyles, les chanteurs Kabyles, et je peux être témoin, les chanteurs Kabyles, ils ont toujours eu cette idée de dire par la chanson, par les gestes, par les trucs, et Ishaoui, vous êtes où? On est là, on est des frères. Je l'ai vécu, hein, je connais Matou, je connais Farhat. Et donc, c'est ça, c'est de dire quel trarna, t'approcher de nous, on est du même sang. Si jamais il y a combat. Et d'ailleurs, et dire qu'il se connaît en histoire, franchement, il se connaît très bien en histoire, malgré que c'est un géologue. Eh bien, il répète souvent cette histoire de la guerre d'Algérie qui, finalement, elle est faite par les deux peuples. C'est les Chaouis et les Kabyles. Tout à fait. Et je dirais que finalement, il est arrivé à un âge où finalement, on finit sa vie paisiblement, mais Idir, il est vivant dans tous les cœurs des Kabyles d'abord et de tous les Amazirs et les Chaouis compris. Voilà. Très bien. ثنميث يلا أزقوا حوحات متى كان سميث يلا أزقوا حوحا أشكوتا درتيس ناسي دي روح سي سميث تزقوا اسمنا سيول يلا أزقوا حوحا شتكي أدنو غالغو نص القايت أغزدات وطاسي سقسيين تنو غالدغوان ثولا متيد حريش ويسينكيا أنا واحد مسلاي غاف ثوذرت حوحا ذوين يخدم طاس تغاوسوين يكفر يسين طاس الحوايج فين يشدني كموسو مزيغ يعني يشدن وانا يا مزيغ يوسى مزيغ نا الاكاديمي بربران داكيلا نقادير ذا شاويه من ساعه مغوانا رجال قيل 2008 طاس تغاوسوين ساتي ضحكوا رسمي لا دي لارمي حوحا كيتسلم تدوين كاين خمك ديتير الى دي لي كادي لارمي الجيريان طاس الحوايج اسك سام زوارو او يفن حوحا حكوا في الليك تودرتي كاكي ام كي تكشمض دي لي كادي داكشي كي جان فغض سي لارمي تروح dans فرنسا ام كي تروح dans فرنسا حكوا عندك كلشي كي مولا شاغيلي فاحوها. Oui, alors, en fait, moi, comme étant fils de cheikh, à l'indépendance, ils m'ont tout de suite pris à ma mère, sans me demander mon avis, ni à ma mère, ils m'ont mis dans une école qui s'appelle l'école des cadets. À l'époque, c'était à Batna. Et ça commençait comme ça. En fait, votre père était mort pendant la Révolution, c'est ça? Oui, il est mort pendant la guerre d'Algérie, en fait. D'accord. Et comme il était connu, donc voilà, pour payer, en fait, entre guillemets, l'Algérie voulait payer la dette, ils ont pris un des fils, ils l'ont mis à l'école des cadets. Donc, j'étais tout petit. D'ailleurs, c'était terrifiant. Je me rappelle, on était 28 cadets, c'était à Patna, il faisait froid. Bref, j'ai fait en fait toute l'école, toute ma scolarité, je l'ai faite dans les écoles des cadets de la Révolution. Donc, j'ai fait Batna, j'ai fait Annaba, j'ai fait Guelma et j'ai fait enfin Pléa, d'où je suis sorti. Juste une parenthèse, en fait, j'étais jamais un militaire. J'étais un cadet. Il y a une grande différence parce que j'étais mineur. Pour être militaire, c'est-à-dire il faut s'engager et pour s'engager, il faut être majeur. Tout à fait. J'étais tout le temps mineur. Et donc, tu avais quel âge? Tu avais quel âge? Tu avais quel âge? J'avais 6 ans. 6 ans. Donc, on parle à peu près à quelle époque? C'était en 63, en fait. C'était en 63, en fait.
C'était juste après l'indépendance, ils ont tout été chamboulé en Algérie. Ils ont dit voilà, on va prendre les fils de Shahid. Et ben, donc, ils nous ont pris, moi et un cousin, qui s'appelle, mon oncle, qui s'appelle Huhab Leid, qui a été exécuté par le FLN. Donc, sauf que mon cousin, ils sont venus le rechercher et pas moi. Du coup, je suis resté toute ma scolarité, je l'ai faite à l'école des cadets. Alors, en fait, à l'école des cadets, c'est là où j'ai découvert, en fait, je suis chaouiophone, toute l'air normale. Sauf qu'à l'école des cadets, la scolarité 72-73, parce que j'ai un petit trou de mémoire, et on m'a puni pour avoir obligé un cadet à parler chaoui. Et boum, c'est là où ça fait tilt. Ça fait tilt. En fait, ça fait tilt comment? Ça fait tilt d'une manière où ma mère était chaouiophone, totalement chaouiophone. Elle ne parlait pas un mot d'arabe à l'époque. Donc, je me suis dit, évidemment, c'est une école d'élite, l'école de Boumediene, ils voulaient faire de nous des futurs officiers, et tout de suite, ils voulaient qu'on parle arabe et qu'on parle plus chaoui. Et moi, c'est à cette période, exactement en 72, 73, où j'ai découvert que l'Algérie, le gouvernement, l'État algérien interdisait aux autochtones de parler leur langue. Ils ont commencé par embrouiller un peu. Il est clair que partout, depuis tout le temps, les Kabyles, ils ont toujours parlé kabyle, tout le temps. Donc, et il se trouve que la majorité des cadets étaient des Kabyles, et donc entre eux, ils faisaient par douar, par deshra, ils se parlaient et tout. Et donc, moi, finalement, je voulais juste faire comme eux. Et du coup, je me permets de saluer mes anciens camarades chaouis, je dirais juste leur prénom, parce que bon, ils sont devenus des officiers supérieurs. Donc, l'Khmissi, Abdelrahim, on était des chaouiophones et on a décidé de parler entre nous en chaoui. Et c'est là où on m'a puni, et boum, ça fait-il dans ma tête. Et comment ça fait-il dans ma tête? Il y avait un cadet qui plus tard est devenu le secrétaire général de Gaïd Salah. Lui-même me dit une phrase à l'époque, j'étais tout jeune. Il me dit, c'est quoi? Parce que lui, il est de l'Ouest. Et nous, avec les Kabyles, on leur fait toujours le style Weshbihom Zouawa ma França. Tu vois, pour leur dire qu'ils n'ont pas fait la guerre, etc. Et du coup, lui, il me regarde comme ça, il me dit, il s'appelle Ahmed, il est toujours vivant, c'est un officier supérieur, et il me dit, c'est ça vous, les Chaouis, les Aurès, la guerre d'Algérie, vous nous emmerdez tout le temps, et tu ne peux même pas la parler. Ah, ça fait tilt dans ma jeune tête de Chaoui, ça fait tilt. Et en fait, et c'est là où ça a commencé, ma guerre, entre guillemets, avec l'armée, parce que pour sortir de cette école, ce n'était pas facile. J'étais déjà en train de m'orienter vers le gauchisme, ultra-gauchisme, donc il y avait un petit parti clandestin à l'intérieur de la caserne, et etc., etc. Ça a commencé comme ça, et d'un seul coup, j'ai décidé, j'espère que mes camarades cadets se rappellent, donc entre autres Yasmina Khadra, mon commandant, je ne veux plus apprendre à l'arabe. Et lui, c'est un chaoui au fond non plus. Il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive le bac? Et je lui dis, je ne veux plus. Évidemment, j'étais bilingue à l'époque, l'arabe, on avait 1 heure ou 2, je pense, par semaine. Et j'ai insisté, et bien, il m'a accordé officiellement, avec papier et tout ça, comme quoi je suis dispensé de cours d'arabe. Et évidemment, je suis devenu ce qu'on appelle un petit rebelle. D'ailleurs, je salue tous mes camarades cadets de l'époque qui m'appelaient le rebelle, d'ailleurs. Et d'ailleurs, je suis resté toujours tel que j'ai, c'est-à-dire ma chaoui était chevillée. Ah oui, oui, je suis chaoui, c'est impossible qu'on puisse me la faire autrement. Et je me suis retrouvé... de quel village dans le pays chaoui? Alors, mon village, je suis de
Tesguat, la rouge. J'ai salué donc les gens de mon village qui étaient à l'époque totalement chaouiophones. Totalement chaouiophones. Ils ont vieilli, ils ont grandi. Rappelez-vous, les gars, on parlait conchaoui, et même avec les gendarmes et tout ça. Donc, ils sont encore vivants, mes camarades. Donc, je suis de la première génération qui s'est levée pour dire qu'on est chaoui, que je suis chaoui. Ben, je ne sais pas parler l'arabe. Eh bien, si tu veux comprendre ce que je dis, ben, tu n'as qu'à trouver un interprète. C'était génial à l'époque avec les gendarmes, avec la police. Sauf qu'il se trouve que nous, on habitait pas loin de Khenchla. C'est une ville malheureusement arabophone qui est devenue à l'époque arabophone. Et donc, quand on arrive, c'est une anecdote à mes frères de Khenchla, à l'époque, on allait jouer le foot avec eux et ils nous appelaient Amja ou Cheouia. Donc, c'était étonnant. Un village de Tesguat qu'on allait jouer le foot. Donc, ça va rappeler beaucoup de souvenirs à mes camarades de Tesguat. Donc, j'ai commencé tout de suite à me rebeller. Évidemment, ça n'allait pas, ça a pris la sécurité militaire. Ils ont trouvé une section arabophone d'extrême gauche. Ils l'ont découverte, sauf la nôtre, où il y avait 2 chaouis et 3 kabyles. Nous, on était des francophones, donc l'autre section, ils sont tous vivants, hein, Tar, etc., que je salue. Donc, ils sont tous des réfugiés politiques ailleurs. Hein. Donc, nous, on avait un problème avec l'UCLA, donc, c'était la langue arabe. Nous, il y avait des 2 chaouis et 3 kabyles, donc nous, on a refusé ce truc-là. En fait, l'idée, c'est de construire un pays sur une langue, mais laquelle, c'était l'arabe. Nous, on a refusé. On était des gauchistes, des marxistes, bien radicaux, bien sûr, et on était dans l'armée, donc à l'école des cadets. Donc, il y avait des embrouilles, apparemment, ils se sont fait donner, et j'ouvre une parenthèse, pour dire à ces généraux qui sont actuellement au pouvoir, qui étaient dans ma classe, qu'un des leurs a écrit. Il a écrit, et je lui ai répondu, il a écrit que c'est moi qui a donné la section qui a été arrêtée à Cherchell. Ce qui est totalement faux. Moi, j'étais déjà à Paris. J'étais déjà quand ils se sont fait arrêter. Ils se sont fait arrêter à Cherchell, mais ça n'a rien à voir avec eux. Moi, je suis parti. Bref, je reviens au truc à cette façon et à cette manière de comment l'Algérie, elle étouffait l'identité de chacun et de tous. Quand vous êtes tout seul à parler de votre identité, ils vous prennent pour un fou. Donc, moi, j'arrive à la mairie, je leur parle en chaoui, comme ça. Ils se démerdent. La police, pareil, la gendarmerie, pareil. Jusqu'au jour où la gendarmerie m'a arrêté. Ils m'ont arrêté en pleine rue à Tesguat. C'est la sœur de mon ami d'enfance, Hamid, qui m'a averti. Et il m'a dit qu'il y a les gendarmes qui te cherchaient. Moi, à l'époque, je n'avais pas du tout peur d'eux. Je me pointe, ils m'ont arrêté. Ils m'ont arrêté, ils m'ont amené directement à la gendarmerie de Tébessa. Ils ne voulaient pas m'amener à Khenchla, ils m'ont amené à Tébessa. De Tébessa, direct, sans parler donc, mais vraiment, c'était des salopards. J'étais mineur, hein, donc je répète, hein, c'est très important. Donc, de la gendarmerie de Tébessa, ils m'ont amené à Batna, à l'école des blindés, où je suis resté 15 jours en prison. J'étais mineur, bien sûr, et là, transfert, et je me retrouve à la prison militaire de Constantine, Al-Koudia, mineur aussi. Wow. On m'a mis dans une cellule. Et je voulais comprendre le pourquoi, les comment, mais en fait, face à l'armée, c'est un mur. Vous ne pouvez rien savoir, ni rien, vous ne pouvez avoir aucune réponse. Je leur fous une grève en prison. Je leur fous une grève. En quelle année, Yella, en quelle année? C'était en 74. 74.
Donc, je leur fous une grève de la faim en plein prison. Il y a le capitaine qui débarque. Il me dit, bah, écoute, si tu ne manges pas, je dis ça pour que les gens comprennent que l'armée algérienne n'a jamais changé. Jamais. Elle est restée telle qu'elle est, et donc une pensée pour les prisonniers actuels. Wow. Donc, il arrive, il me dit, tu manges ou tu ne manges pas? Je lui dis, je ne mange pas. Il me dit, OK, si tu ne manges pas, donc j'étais mineur, il me dit, ben, je vais te ramener dans le dortoir des condamnés à des grandes peines. Je lui dis, il me dit, le terme, hein, il me dit, ils vont tous te hurler. Comme ça, il m'a dit. Wow. Comme ça. Et tu avais 17 ans, tu avais 17 ans. Oui, j'étais mineur en fait. Je lui dis, ben oui, écoute, OK, vas-y, ben, je ne mange pas, mais il commence à me dire, et c'est très important ce que je vais dire là, il me dit, mais tu te rends compte, on t'a donné une cellule tout seul. Il y avait un drapeau dans cette cellule, mais je n'ai jamais fait attention. Il me dit, ici, c'est un emblème national. Je lui dis, il me dit, c'est la cellule où le père de la révolution algérienne était prisonnier. Ben, je lui dis, c'est qui? Il me dit, c'est Bemboulet. Un Chaoui. Ouais, je le regarde, ben, je lui dis, oui, Bemboulet, c'est ça, il était là. Il me dit, ouais. Ben, je lui dis, c'est mon père qui l'a fait évader de cette prison. Et c'est la réalité d'ailleurs. Et du coup, le mec, il ne sait pas quoi faire. Il me dit, oh, mais je lui dis, écoute, tu as mon dossier, tu n'as qu'à regarder, tu as mon nom, le nom, mon père, ma mère, tu as tout. Tu n'as qu'à regarder. En fait, je crois, une semaine après, on m'a mis dans un train presque drogué et on m'a amené à Alger. Et je me retrouve dans une autre prison, la plus pire en fait. Je me suis retrouvé à l'hôpital Maillot. C'était un hôpital militaire, mais ils avaient une annexe de psychiatrie. Et je me retrouve, évidemment, prisonnier en psychiatrie. Moi, je n'ai rien demandé, ni à consulter, ni rien. Mais eux, ils m'ont mis dans une cellule où il y avait, dans l'aile, où il n'y avait que des appelés. À l'époque, je me rappelle très, très bien de leur plainte. C'était des jeunes immigrés qui ont fait leur service national en Algérie, à qui ils les ont, mais je l'ai vu de mes yeux, j'ai entendu les horreurs qu'on leur a fait. Donc, tout ça, dans cette prison, je ne savais pas. Est-ce que mon nom y était? Mais en fait, les deux prisons, de Constantine et de l'hôpital Maillot, j'étais sous X. En fait, c'est plus tard que je l'ai su. Tout le monde me cherchait, mais on n'arrivait pas à me trouver. Mieux que ça, ma famille, donc, qui connaissait le colonel Yahyaoui, ils se sont plaints, ils lui ont dit, tiens, le fils de ton camarade, on n'arrive pas à le trouver, etc. Eh bien, c'est aussi étonnant que ça. Le fameux ministre Yahyaoui? Exactement. Même Yahyaoui, écoutez, il faut vraiment les Algériens que vous compreniez. Il faut que vous compreniez. À l'époque, Yahyaoui était le numéro 2 du régime algérien. Mohamed Salah Yahyaoui. Exactement. Et lui-même n'a pas pu me trouver où j'étais. En fait, l'histoire, elle s'est finie. C'est un cousin, Toto, que je salue, qui m'a trouvé par élimination. Il a fait tous les hôpitaux d'Alger, toutes les prisons, il m'a trouvé. Il m'a trouvé grâce à un appelé, Chaoui, qui leur a dit oui. En fait, comment que ça s'est passé? Il est arrivé à l'hôpital Maillot, c'est un truc militaire, il leur a demandé est-ce qu'il y a un Chaoui des appelés. Il trouve un appelé Chaoui, il lui dit on cherche quelqu'un, Chaoui c'est un jeune et tout ça. Et donc un jour, il y a un type qui arrive, il me dit t'es Chaoui toi? Je lui dis oui. Il me dit c'est quoi ton nom? Je lui dis c'est écrit c'est là où j'ai appris que j'étais sous. Je lui dis c'est écrit sur la porte. Il me dit ben non, il n'y a rien sur la porte. Tu vois, ça fait des trucs. Hein. ETMA, ça fait vraiment des trucs.
Tout à fait. Donc, en sortant, je me rappelle toujours en sortant, donc évidemment, ils ont découvert où j'étais. Et en sortant, donc, regardez l'armée, ce qu'elle fait. Ils m'ont fait des misères. Des misères. Et d'un seul coup, la douche, rasage, habillage. Et on me monte en haut. En fait, j'étais au sous-sol. Dans un sous-sol, mais c'est une prison humide, terrifiante. Terrifiante. C'est là où on met, soi-disant, les fous. Alors que je n'étais pas fou. En sortant, dans les couloirs, vous connaissez tous les hôpitaux, hein, ils ont des vitres partout et tout. Et je distingue, oui, justement, habillé et tout. Et je me rappelle, ça m'a fait. J'arrive et je lui dis, il me salue, et il était en furie. Le commandant, les trucs, ils étaient là. Il m'embrasse, il me dit, c'est fini. Je lui dis un mot. Je lui dis, Hagroni. Je lui dis comme ça. Je lui dis, Hagroni. Et j'ai pleuré. En fait, ce qui s'est passé dans mon histoire, hein, ma petite histoire, hein, c'est que Hewi n'a pas laissé faire l'histoire. Il n'a pas laissé faire. Mon père, il était connu. Il est connu par Hewi, c'est son collègue. Il connaît par Boumedine. Mon père, il s'appelle Hoffman. Et du coup, un jour, donc, j'étais à Tête-Gorge. Je sors plusieurs trucs hein, pour faire court. Hein. Et un jour, j'étais comme ça. Il y a un ami, un cousin proche, un cousin qui était de la poste. Il arrive en courant chez moi. Il arrive en courant comme ça. Il me ramène un Mohamed, il s'appelle. Il est toujours vivant, que je salue aussi. Il me ramène un télégramme. C'était un télégramme de la présidence. Vous êtes convoqué, le 18 avril, à la présidence, urgence. Ben, je n'ai pas été. Je suis parti le 12. Je suis parti le 12 avril. 12 avril de quelle année? Quelle année? En 76. En fait, moi, j'ai un problème j'ai reçu beaucoup de radiothérapie sur ma tête, donc si je porte un truc, c'est que j'ai eu des cancers, en fait. Ah. Donc, ça, 76. Voilà, 76. Et du coup, l'histoire, pour finir sur ce petit truc laps en Algérie, c'est que, primo, l'armée peut faire et a toujours fait et fera toujours ce qu'elle veut. C'est l'armée. Ce que l'armée. Oui. L'armée, c'est elle qui décide de tout en Algérie. Même de l'orientation arabo-islamique de l'Algérie. Tout, c'est l'armée qui fait en Algérie. Tout. Voilà. D'ailleurs, quand tu vois les casernes, par exemple, moi j'étais cadet, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? C'est que on avait Terbiya al-Islamiyya. Donc, il y a certains qui suivent, ce n'était pas une obligation, tu vois. Mais néanmoins, on a 1 heure à l'extérieur, en dehors du cursus de l'école lui-même. C'est un lycée, hein. C'est un lycée, mais c'est un lycée militaire. Bon, eh ben, on avait justement le truc de l'islam, les machins de l'islam. Et c'est eux qui décident qui fait Ramadan, qui fait pas. Wow. Eh bien, je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait, Ramadan à l'école des cadets. Mieux encore, on a décidé que je fasse Ramadan, un lieutenant de Sogaras, que tout le monde connaît. Malheureusement, il est toujours là. Il a tout fait pour que je fasse Ramadan. Donc, il me met à la place du drapeau, entouré de 4 surveillants, pour que je ne mange pas de l'après-midi. Ben, en fait, j'avais un chewing-gum. Quand il est arrivé, il m'a trouvé en train de manger le chewing-gum. Pour ne pas faire le carême. Pour ne pas faire le carême. Voilà. Eh ben, je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. Voilà sur ma période algérienne. Et quand je suis parti, Yahyaoui m'a dit une phrase. Il m'a dit l'harbat sini. Waouh, il te l'a dit, hein, en 76. Yahyaoui te l'a dit. Qui était l'homme numéro 2 de l'Algérie. Absolument. En tous les cas, j'ai eu l'occasion de le revoir plus tard. C'est en dehors, je vais dire un truc. Hein.
tous les gens qui sont dans le gouvernement, dans le pouvoir, ils sont tous pareils. Tous. Il n'y a pas un qui peut soulever l'autre ou dire « moi, je suis mieux que l'autre ». Ils sont tous pareils. Moi, ce personnage de l'État algérien, à qui j'ai jamais demandé quoi que ce soit. Jamais. Il venait à l'école des cadets, il m'amenait, etc. Mais moi, je n'ai jamais demandé. J'étais capable de m'en sortir tout seul. Mais néanmoins, il avait l'honneur de l'amitié et du souvenir, contrairement à ceux qui sont ce qu'on appelle l'armée des frontières. Il a fait la guerre dans la wilaya 1. Il l'a faite en Algérie, contrairement à Bouteflika et tout ce qui gouverne. Exactement, ils n'ont jamais fait la guerre. C'est l'armée des frontières qui sont venus avec leur arabisme et leurs trucs. Et surtout, moi, ce que je reproche, donc je saute, je reviens, je fais un saut en arrière. 54. La déclaration de 54. Elle est faite. Et la guerre d'Algérie, je n'ai pas peur de le dire, elle est faite par les Kabyles et par les Chaouis. Si lui qui veut prouver le contraire, qu'il avance, c'est plus. Moi, je suis prêt à discuter. Néanmoins, c'est les Kabyles et les Chaouis. Et quand on voit, quand on lit la déclaration du 1er novembre 54, c'était précisé un État dans les principes islamiques et de la Ligue arabe. C'est des Chaouis, des Kabyles qui ont fait ça. C'est ce reproche-là. D'ailleurs, moi, je n'ai jamais été pour glorifier la guerre ou quoi que ce soit. Ils sont morts, ils avaient leurs propres idées, c'était une génération. Mais moi, je n'ai pas peur de le dire. Si c'est à refaire, je ne la referai pas. À moins, ou bien la refaire selon les conditions qui sont les nôtres. Il se passe quoi actuellement? Il n'y a plus de Kabyles, en fait. Il n'y a plus de Chaouis inutiles. En Algérie, il y a des Algériens par leur constitution. Elle est arabe et musulmane. Point à la ligne. Il n'y a ni Kabyle, ni Chaoui. Deuxième chose, dans toutes les lois algériennes, deux mots n'existent pas. Kabyle, Kabylie, Chaoui, puis Chaoui. Je mets au défi n'importe quel Kabyle, n'importe quel Chaoui de me sortir son appartenance identitaire dans les lois algériennes depuis 1962. Je l'ai mis au défi. Tout à fait. Nous n'existons pas dans leurs lois. Comment voulez-vous qu'on existe dans la réalité? Voilà. L'école des cadets, elle est réservée demain en époque aux enfants de chiites. Donc la majorité, c'était des Chaouis, des Kabyles. D'ailleurs, un des attachés militaires de Paris, c'était un ancien camarade de ma classe. Je dis son prénom, il s'appelle Abdallah. C'est l'attaché militaire à Paris. Donc, c'est un Kabyle. Donc, il parle couramment kabyle. D'ailleurs, tout le monde se foutait de sa gueule quand il est rentré à l'école des cadets parce qu'il parle mal l'arabe. Et je lui rappelle que le seul qu'il défendait, c'était moi. Parce qu'il était kabyle, il parlait mal l'arabe comme tous les kabyles. D'accord. Voilà. Donc ensuite, vous êtes, comment s'appelle Yahyaoui, Mohamed Salah Yahyaoui, vous a recommandé l'Arbat Selek. Ça veut dire, il a après, en quelle année tu as quitté et comment tu as quitté le pays?